Bienvenue. Salut les gars, Salut. salut Keycord. Alors ça faisait un petit moment, on a pris un peu de retard entre les vacances, les congés, tous les petits trucs perso, etc. qui nous sont tombés dessus. Mais voilà, l'émission qui revient avec, on va parler des goons. Alors on va faire comme à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va commencer par les news et on parlera des goons juste après. Donc pour les news, on va faire un rapide retour, si vous voulez bien, sur les derniers salons que vous avez fait, puis ensuite on parlera des prochains. Alors, les derniers salons, qu'est-ce que vous avez fait dernièrement et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire voilà, en quelques mots. Il y a eu Montrouge au début de mois où justement on fait l'Albinos qui a beaucoup plu. Montrouge, concours de peinture très très renommé et qui n'a pas démérité. Hein. C'était vraiment un très beau concours avec vraiment des belles pièces. Quelques filles de TGCM d'ailleurs sur l'étape de concours. C'était un bon week-end, toujours agréable avec des gens sympas. Ensuite, on a fait de l'enjeu. On a fait entre deux. Non, on a fait entre deux. Non, on a fait Montrouge de l'enjeu. Si, on avait fait les vilaines parties. Voilà. Ouais. On a juste sur une journée, donc pas très loin de chez nous. On jouait à domicile là et c'est très famille, mais c'était très sympa. Des petites découvertes de chasse-partie, de briscard, etc. Le festival de l'enjeu, toujours dans notre coin. Là aussi, c'était dans le nord, à côté de la frontière belge. Et ça s'est bien passé. Très famille aussi, sur un thème pirate. Donc, on avait ramené le bateau briscard. Les gens étaient très, très contents de le voir. Il y a eu beaucoup de photos de prise. Et puis, le Paindémonium, toujours chez nous, dimanche dernier. Ouais. Joli petit concours aussi. Ça reprenait après 3 ans de Covid. Ouais, les canonniers remettaient le couvercle parce que il y a eu des petits changements dans leur assaut, au niveau du président, de l'orga, etc. Au niveau de la salle aussi. Et donc, c'était la première année qui reprenait depuis 2019. On peut faire comme dans les méchants de mauvais films. Mad. Mad. Il caresse son chat. Non, ça n'est pas un chat. Non, ce n'est pas un chat. Mais donc voilà, 3-4 petits salons en avril. On n'a pas chômé, mais c'était bonne ambiance, c'était sympa. Et puis là, on va bientôt reprendre la course avec quels sont les prochains salons? Alors justement, les prochaines dates où on peut vous rendre... Salut Captain Miller. Date, dans une dizaine de jours à Porcheville. C'est pas très loin de Paris, c'est à 30 km de Paris. C'est le début de la Normandie, quoi. Je sais pas si c'est l'Ille-et-Vilaine ou l'Eure-et-Loire, je sais pas exactement, mais Porcheville. C'est le festival du jeu. Le thème cette année, c'est les pirates et les anthropomorphes, donc on est quand même donc ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien. Oui. On devrait toucher un petit peu de public. Allez voir sur leur site, on a posté hier, je crois, le programme. Alors, ça a l'air bien sympathique. La date de Porcheville, c'est... Comment? La date pour Porcheville, c'est quand exactement? 18-19. Ouais, c'est pas ce week-end, c'est celui d'après. 18 et 19 mai. Voilà. Donc samedi, dimanche. Samedi, dimanche, les 2 jours, oui, tout à fait. Voilà. Et le week-end d'après, on est à Saint-André-les-Vergers, là c'est du côté de Troyes. Et pareil, c'est Festival des Jeux, c'est la 4e ou 5e édition, je crois. Que l'on fait. C'est la 4e fois qu'on y va. C'est un bon petit salon aussi. L'un des intérêts de ce salon, c'est que ça se passe et en intérieur et en extérieur. Il y a beaucoup de jeux, de gros jeux de quilles, de cerceaux. Il y a plusieurs sites. Il y a le site au niveau de la mairie et le site principal. Toute la place devant la mairie, enfin derrière la mairie, qui est couverte de jeux en tout genre avec des toiles de temps. Et après, vous avez une salle de sport. Il y a une salle où devant, il y a la mandragore qui vient pour faire des sales tables. Il y a du jonglage, il y a du crachat de feu le soir, etc. C'est assez sympa, franchement. Puis c'est chez les Troyens, donc Andouillette, Chaours. Il y a une bonne communauté par là-bas, effectivement. Ouais, on a un bon petit groupe de joueurs en plus au niveau de Briscard et de Carnage, donc ça fait plaisir de retourner à chaque fois du côté de Troyes. Donc ça, c'est les 2 prochains gros salons qu'on fait. Bon, t'as un coucou spécial de Captain Miller, mais que pour toi. Et bonsoir les lignes 02. Salut Captain, ça fait plaisir de vous croiser. Bon, c'est très bien. Donc il y a déjà ces 2 dates-là, Porcheville et le dernier dont on vient de parler, c'est Saint-André-les-Vergers. Voilà. Au mois de juin, ce sera plus calme pour moi, mais il y a un gros tournoi, il y a encore quelques places, un gros tournoi Carnage à Besançon. Le 9 juin, je crois. Ouais, le 9 juin, et c'est pour une bonne cause parce que c'est un tournoi caritatif. Voilà.
tout l'argent récolté partira pour l'association Les Patounes, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, Enfin, les c'est une belles association de comme chats. ça. Voilà. Connaissant l'animal qui organise ça, c'est étonnant. Voilà, c'est l'association, c'est Au Beau Jeu qui organise. Guillaume Stitch sur les réseaux, Billy the Kid sur son podcast. Et voilà, il y a déjà 9 joueurs, je crois, d'inscrits. Ça va être du carnage. C'est ambiance bon enfant, hein, on va pas se déchirer la tronche. Par contre, on fait ça pour la bonne cause et ça, c'est bien. Et puis, moi, je serai pas là parce que pour cause d'anniversaire, il fasse un cap. C'est ça. Je vais laisser Gwen y aller tout seul. Et par contre, on va reprendre après en juillet. Ce sera 5-6 juillet, je crois, à la Les Roses pour moi. Et aux 30 heures du jeu. Ça, je peux déjà vous annoncer que le 5-6 juillet, à la Les Roses, j'y serai, puisque je suis membre de l'association qui fait ça. Donc, ouais. Voilà, on se croisera là-bas, mais Gwen sera du côté de. J'avais peur de te voir, donc je vais sur un autre salon. Voilà. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est un chouette petit salon de peinture aussi qui font les 30 heures de jeu. Il y a un bon petit concours. Parce que c'est Angel qui organise ça avec son association, effectivement, et ça a l'air d'être un concours de peinture. Alors j'en profite pour dire pour les gens qui sont dans le chat, si vous avez des questions à poser sur le jeu, n'hésitez pas. Gwen et Manu se feront un plaisir de répondre, bien sûr, à vos questions. Si vous regardez ce live qui sera mis en replay sur YouTube, vous pouvez aussi le mettre en commentaire de la vidéo et je ferai remonter ça à nos chers camarades qui sont avec nous, en l'occurrence Manu et Gwen qui sont là. Voilà. Oui. Pour avoir vu des questions sur le Discord sur les Orénoques, toute question sur les Orénoques entraînera un surcoût des Orénoques de 30 pièces d'or. Voilà. La réponse, ça sera oui, plus 30 pièces d'or. C'est comme ça, Lionel. C'est comme ça, Lionel. Ça marche. Avant de passer au Goon, est-ce que vous avez d'autres news à annoncer avant qu'on attaque les Goons? Très bientôt, tu vois, au milieu de nous, il y a l'aberration, là, qu'on commence à montrer ça pour Briscard. On va lancer les précommandes très bientôt. Belle bête. C'est un beau bestiau. C'est de la bonne taille. Est-ce que vous pouvez mettre par rapport à une autre figurine pour voir la taille du bestiau, justement, parce que ça m'a l'air impressionnant. Une crevette juste à côté. Non, attends, je vais te sortir une figurine test témoin. Tu veux quoi? Tu veux du alchimie? Allez, hop, du alchimie. Hop. À côté, c'est du alchimie. Comme ça, on fera la pub aussi pour une production française aussi. Hop, attendez, j'essaie de monter un tout petit peu pour vous montrer bien à l'écran. Si vous nous écoutez, on vous fait un peu de pub. Voilà, vous avez le comparatif avec une figurine alchimie. Vous la voyez pas, c'est normal, elle est cachée pour la bière. Il déconne. Ouais, ça va. Voilà, donc c'est une grosse figurine. Et donc on rappelle que c'est pour d'un peu plus de 20 cm, ouais. Et c'est pour Briscard, on est d'accord, hein. Ouais. Pour information, le socle il fait 120 mm. Voilà, 12 cm de socle, donc tu vois, elle est pas loin de 25 en fait en hauteur. D'accord, non, elle est impressionnante comme figure. Et puis elle est chouette en plus. Donc, Une grosse bébête qui va être accompagnée des petites crevettes qui sont à côté. Et donc c'est un boss de donjon, c'est une aberration pour Briscard, mais grosse nouveauté pour le coup. Elle va avoir son profil de colosse chez les Ictiens, et donc on pourra la jouer en partie classique et se faire plaisir avec. Un colosse à 440 points quand même. Voilà, il n'y aura pas grand monde autour, hein. Il y aura 1 à 2 filles maxi. Heureusement, l'aberration, enfin le colosse pourra invoquer des élémentaires qui sont des anomalies élémentaires, qui sont les petites crevettes. Parce que sinon, effectivement, ça fait pas grand monde sur le... Mais ça va être assez funky à jouer, je pense. Et donc voilà, on va lancer les précos de cette bébête-là dans les jours qui arrivent. Forcément, les précos dureront le temps qu'on reçoive tout ce qu'on va imprimer, c'est-à-dire les cartes de profil qui vont avec, et puis les étiquettes pour les boîtes, et puis les tapis. Et pour le coup, on fait comme la dernière fois, comme pour l'alchimique. On y fait un petit coucou aussi. On passe par Torek pour l'impression des tapis, parce qu'il avait fait du super bon boulot sur l'alchimique. Donc on repasse par lui. Donc on rappelle pour les accessoires de jeu, Torek effectivement fait du super boulot pour tous les jeux. Voilà, dès que vous avez besoin de tapis, de tapis de dés, de playmat comme on dit, tout ça, il y a largement ce qu'il faut chez lui. Donc allez-y. Voilà. Et comme vous, c'est aussi une société française, donc il faut y aller. Un artisan français, donc voilà. Il est à côté de Troyes. Il est à côté de Troyes. Ouais, aussi. Mais ça nous fait plaisir de toute façon de bosser en local en fait, et puis de faire marcher
les petits gars français comme nous, quoi, parce que il faut qu'on se serre les coudes un petit peu. Donc ouais, je fais de la pub avec plaisir. Tout à Voilà. fait. Et donc l'après-co, et si tout va bien, alors là j'ai dernière news de Nico, si tout va bien, le porte-bannière Kerops, qu'on attend depuis un petit moment maintenant, ne va plus tarder non plus, donc on le lancera dès qu'on l'aura reçu, qu'il sera imprimé, moulé. Ça va de soi que ça va faire un ajout dans ma prochaine armée, voilà, que je vous commanderai. Ah oui, tu vas voir que je vais vous lancer le profil dans pas longtemps, et franchement, c'est un vrai gros ajout pour les Kerops. Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Non, mais c'est bien, ça va. Alors, va. sans savoir les stats de la figurine, est-ce que ça va m'aider contre les Tembo? Parce qu'il y a mon cher Hiroshi, je vous rappelle qu'au prochain Octogone, on a une partie à se faire. Il va jouer ses Tembo. Donc, est-ce qu'il peut rentrer dans une compo pour affronter les Tembo? Il est très très efficace contre les Tembo. Oui. Alors après, attention, parce que Tembo, c'est est-ce qu'il va jouer vraiment dans l'âme, donc un éléphant et des gazelles, ou est-ce qu'il va jouer full chimiste? Tu l'as récupéré, toi? Ouais. Voilà, alors pour te donner une idée. Non, mais voilà, il n'y a pas de. Les Kerops de son fer de lance augmente le reward de 2 toises. Donc là, tu te dis, bon, c'est sympa, mais ça va pas non plus révolutionner le truc. Sauf qu'il se trouve que la bannière en elle-même, qui est gratuite si jamais tu joues la tambour avec le porte-bannière, va faire que tous les Kerops qui sont dans l'aura du porte-bannière, et donc c'est quand même bien d'avoir une aura qui augmente de 2 toises, ont toujours un PA pour se défendre. De plus, ils peuvent relancer une fois chaque test de terreur et d'effroi raté. Donc contre les hiérophantes, c'est quand même assez sympathique. Et le porte-bannière est considéré comme étant hors norme quand il a sa bannière, donc il pourra quand même être équipé à côté. Mais ça lui permet d'avoir un dé de maîtrise supplémentaire, c'est-à-dire que c'est un niveau 2 qu'il va pouvoir relancer jusqu'à 3 fois par tour, sachant qu'il est héroïque objectif. Donc on a enfin une fille qui va pouvoir sérieusement s'occuper des objets chez les Kerops, et donc laisser libre champ au gros bourrin de taper et de se décharger en PA. Donc ouais, non, c'est une fille qui un vrai support. C'est une fille qui va être très très efficace, qui est chef de guerre 1, donc en fait il va pouvoir monter à 9 PA quand il a besoin. Vraiment, vraiment très utile. Voilà, pour le petit spoil. Okay. Mais le profil sera en ligne très très bientôt, on commence à teaser de toute façon vu que ça devrait plus tarder. Parfait. Eh bien écoutez messieurs, je pense qu'on va commencer maintenant les goons. Alors avant de commencer à voir les profils, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette faction? Est-ce qu'il y a une caractéristique un peu générale déjà, une façon de la jouer, ce que vous avez pu voir? Voilà, exactement. Alors, en fait, c'est un petit peu le pendant inverse des fangs, à mon sens. C'est-à-dire que les fangs vont être aussi populeuses que les goons en termes de fer de lance ou de même d'ost. On va avoir à peu près le même nombre de figues des deux côtés. Par contre, là où les fangs vont jouer l'attrition et le harcèlement, les goons vont jouer la protection et souvent la bulle. En fait, il n'y a pas que la bulle qui fonctionne, on verra, mais souvent ils vont jouer la défense. D'accord. Et là où les fangs vont jouer le harcèlement vraiment là. C'est vrai qu'une liste albinos, deux champions tribales, c'est très défensif. Oui, tout à fait. Oui, je vois. Voilà. Donc c'est avec les fangs, les deux factions les plus populeuses du jeu, en moyenne, hein, parce que bien sûr on peut jouer plein de petites chémistes aussi. Il y a toujours des listes exotiques, mais c'est deux factions populeuses. Les goons sont très défensifs. Ils sont assez hétéroclites, ils ont beaucoup de types de profils différents. Il y a du gros bourrin avec l'albinos et puis les champions, on va le voir. Il y a du très petit avec les dogons. Il y a beaucoup de soutien avec l'artisane, avec la porteuse d'eau. On verra tout ça. Donc il y a vraiment possibilité de faire tous les types de compos que tu as envie. Moi, c'est le genre de faction que j'adore parce que tu n'es pas limité à un seul gameplay. Et ça c'est très intéressant. C'est une magie ultra défensive. Et c'est quelque chose qui joue en avançant prudemment parce qu'effectivement, à part l'albinos et le champion, ça croque assez facilement quand même. D'accord. Écoutez, on va commencer les profils. On va commencer avec la Marika, pardon, voilà. Pour moi. Donc vous l'aviez déjà montré lors d'une précédente live, alors je ne sais plus sur quelle faction, au moment où ça sortait, la porteuse 2 en l'occurrence. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire là, rentrant un peu plus dans le détail sur... Alors Maraka part chez les affranchis, donc elle ne pourra pas jouer chez les goons. Par contre, la porteuse 2 est jouable chez les goons, et ce n'est pas une esclave. Alors en fait, voilà, la porteuse d'eau, c'est le deuxième profil qui est fourni avec le perso de Maraka. C'est un profil qui va être jouable par tous
en tant que esclave, donc par les Kérops, la Guilde Noire, par les Karnes, etc., en tant qu'esclave, mais qui de base est un profil goon et qui est allié des Tembo. Donc il va jouer en tant que porteuse d'eau et non pas en tant qu'esclave chez les goons et chez les Tembo. C'est un profil ultra soutien, qui est pas très costaud, qui a quand même une agilité de 4, mais qui est pas très costaud de base. Par contre, elle a une capacité énormissime, qui fait que les alliés qui vont débuter leur activation dans l'aura de la porteuse d'eau dépensent pas les PA de la première action qu'ils vont réaliser, la première action qui doit en coûter. C'est-à-dire, si je me déplace avec mon premier déplacement gratuit, ça je m'en fous, ça invalide pas, mais si derrière je mets une patate à 3 PA, je ne dépense pas les 3 PA, je mets une grosse patate gratuite. Si derrière je veux me redéplacer, mon deuxième déplacement sera gratuit. La prochaine action qui doit coûter des PA, quand j'ai démarré mon activation dans l'aura de la porteuse, est gratos. Et ça, c'est vraiment énorme parce que ça permet d'augmenter de 30% l'efficacité des gros bills de base. Même sur une faction populeuse comme les goons, c'est monstrueux parce que ça veut dire que tous les petits vont se récupérer comme ça 3 PA potentiellement gratuits. Oui, parce que tu te retrouves avec que ce soit gratuit, autant dépenser de max. Parce que c'est un peu le point faible de tous les petits, on verra ça tout à l'heure, mais tous les petits ont en général 6 PA. C'est ça. Donc en récupérer potentiellement 3 gratuitement, ça en fait des monstres quand même. Puis ça peut faire des blagues, parce que ça veut dire que typiquement j'ai un archer, on verra les éclaireurs tout à l'heure, j'ai un éclaireur embusqué à côté de ma porteuse d'eau, je me révèle, je te mets une grosse patate, c'était gratos. Ah non, c'est clair. Et après, je vais me réactiver, ce sera gratos à nouveau. Non, c'est pénible. Elle est vraiment très bonne. On va passer à Alaric ensuite, messieurs. Alaric, c'est le héros des bouquins, c'est le petit gars. Le héros. Il démarre, alors il est paysan au départ, et le profil qui est disponible pour l'instant en niveau 1, c'est vraiment le pur paysan. Mais malgré tout, pour 50 couronnes, il a un 5 en vitesse, il est endurant, il est réceptif, donc inutile de dire que c'est du 2+ pour lui lancer un sort sur lui. Non, c'est un très bon profil, c'est un très très bon niveau 1, l'un des meilleurs niveaux 1 du jeu. D'accord. Moi j'ai du mal à m'en passer quand je joue les goons, et je joue très souvent les goons quand même. On peut dire que tu ne joues que ça. Sauf en test, ouais. Mais sinon, en vrai, quand je joue pour moi, je joue Goon. Et Alaric, pour moi, c'est un must-have, quoi. C'est un très très bon rapport qualité-prix, avec des stats très corrects, avec un mouvement très correct, avec pas mal de points de vie pour un niveau 1. Et vraiment, pour 50 couronnes, il est pas incontournable, mais c'est vraiment très utile. C'est sûr qu'il est pas cher. Il amène un truc énorme. Pardon ? Effectivement, il est pas cher, donc pas cher en termes de. Et puis après, si on rajoute après les trucs avec lesquels il est fourni, donc, voilà, il ramène un truc. Alors le lien mental c'est sympa, mais c'est pas nécessaire. Je m'en sers très rarement. Par contre, le lien de la terre, c'est la petite carte qui coûte 8 couronnes à côté et qui va faire qu'il y a synergie avec le père de famille et les dogons. Et cette synergie va offrir à tous les dogons héroïque défense et instinct de survie, tant qu'il y a au moins un père de famille et 3 dogons. Sachant qu'Alaric, la porteuse d'eau, l'artisane qu'on va voir après, sont des dogons. Donc je suis pas obligé d'avoir que des dogons. Alaric, la porteuse d'eau, un dogon. Ça suffit, avec un petit père de famille, ma combo elle est en place. Ils ont tous instinct de survie et héroïque défense. Et ça, c'est vraiment énorme, quoi. Ça double la capacité de défense. Ça les fait survivre un peu plus longtemps, mais ça n'empêche qu'ils croquent quand même. Ça reste du dogon. Oui, ça rend pas invulnérable, mais ça permet d'avoir 2 dés tout le temps, et ça a un côté rassurant. C'est un côté rassurant. Surtout si tu as la petite chacalette derrière qui fait « Tiens, tu vas pas mourir tout de suite voilà. ». Alors, on avait parlé, vous m'avez dit parler de Dogon. Des grosses formations chez les goons. Alaric avec le lien de la terre, un petit père de famille et au moins 3 Dogons. Moi, je préfère en mettre 4, comme ça, même s'il y en a un qui meurt, ça continue de tourner. C'est l'une des grosses options, l'un des gros axes de jeu chez les goons. Alors, moi, je pensais mettre l'artisan, mais du coup, comme on avait parlé de Dogon, je vais enchaîner avec Dogon directement pour qu'on puisse en parler. Hop, je le mets, directement. Dogon, c'est la troupaille, la chair à canon. C'est vraiment ça, quoi. Ouais. Alors, c'est de la masse qui, en fait, ça fait de l'activation, ça va gêner les gens, et si ça peut faire l'objectif, c'est cadeau, c'est bonus. De toute façon, ça coûte rien, quoi. On n'est pas obligé de mettre la sarclette, même si l'effet est sympa, parce que c'est vrai que récupérer des PA, mais avec un dé, on fait rarement du critique, donc on met pas la sarclette, on lui met une petite canne, ce qui fait qu'il conserve son allonge d'une toise. Et on a une figue qui a 3 partout pour 30 couronnes. C'est monstrueux. Limitation 5, ça veut dire qu'on a pour 150 couronnes, pour le prix d'un paladin,
Et ben, on a 5 figues, on a 30 PA, quoi. C'est vraiment la masse des goons, et il faut en abuser, quoi. Faut en abuser, faut en mettre plein. Ok. Bon, en moyenne, j'en mets 3 quand je joue. Avec Alaric, avec la porteuse d'eau, l'artisane, je vais peut-être avoir tendance à en mettre plus que 2, mais ça me fait 5 d'eau pour le coup. Pardon, j'ai explosé un moustique. Ouais, mais c'est ouais. Allez, on passe à l'artisane justement, le temps de la remettre à l'échelle, à l'écran. Et... L'artisane, la figurine de support par excellence chez les goons. Ce qui est très intéressant surtout, c'est sa carte qui va permettre genre de refaire revivre un goon, l'empêcher de mourir. Pour 40 couronnes, elle est déjà intéressante parce qu'elle a vitesse et agilité 4. Ouais. Donc on peut en faire une très très bonne petite tireuse avec un petit arc. On rappelle que pour en format classique, c'est 500 couronnes, hein. C'est bien ça. Hein. C'est ça. Oui, il va falloir faire des choix. Oui, ça... Voilà. Mais pour l'instant, on parle de profil à 40-50, hein, donc on peut charger au max, on sera même pas à 300 en tout. Elle est pas un peu plus chère, la porteuse? Ah non, elle est à 40. 40, c'est monstrueux. C'est un scandale. C'est un scandale. Et donc, chez l'artisan, ce qui est vraiment intéressant, c'est les racines tribales. Les racines tribales, c'est la petite carte de stratégie qui est avec elle. Elle choisit pour 5 couronnes. Alors, si tu le payes qu'une fois, hein, pour 5 couronnes, tous les goons ont plus ça en stature. Ça peut être intéressant dans certaines options, quand tu joues par exemple la bulle avec le chaman et que tu veux augmenter... Contre du Karn ou contre du Kérops. Voilà, pour éviter de reculer systématiquement, pour faire ce genre de choses, c'est intéressant. Mais comme c'est limité à 2, tu peux te permettre d'avoir une artisane qui fait un des effets, l'artisane qui fait un deuxième des effets sur les 3, et donc tu peux te permettre de jouer la nourrice. La tisserande va offrir une petite armure à chacun, et donc ça c'est quand même assez sympa, parce qu'on sait que ça fait 10% de chance d'invulnérable. Hein. C'est surtout, en plus, c'est une armure qui... on sort de la bulle, on n'a plus l'armure, on re-rentre dans la bulle, on a une nouvelle armure toute neuve. Voilà. Et donc en jonglant comme ça, entre rentrer et sortir de la bulle, il y a moyen d'avoir éternellement une armure. Il n'y a que 5 cases, mais c'est très suffisant. Et l'herboriste, alors ça coûte 15 couronnes, c'est ce qu'il y a de plus cher, mais c'est monstrueux. Ça veut dire que la première fois que tu as n'importe quel goon sur la table qui meurt, dans ton fer de lance, hein, bien sûr, pas les goons ennemis, si jamais tu fais un match au sommet. Mais donc la première fois qu'il meurt, il reste en jeu avec un des 5 points de vie. Ça a l'air de rien, mais c'est impénible. C'est même pas dans l'aura? Non, c'est sur la table. C'est scandaleux. Ouais, j'ai laissé écrire ça, moi. Ah bah moi je me suis pas plaint. Hein. Ah bah non, je confie. Oh les chacals. Non, c'est monstrueux. Vous voyez ce qu'il fait, hein? Non, il fait n'importe quoi. C'est vraiment très monstrueux. On a déjà parlé des formes, on a vu que c'est passé des trucs aussi. On enchaîne avec le champion tribal, première version, on va dire, puisqu'il y en a 2. Ouais. Alors, juste pour finir avec l'artisane et la porteuse d'eau, ce sont 2 profils de support qui restent fragiles, et c'est un peu les pivots de votre bulle. Donc, si vous les protégez pas correctement, elles vont mourir très très vite. Ouais, faut vraiment réfléchir. Et là, c'est le drame. Voilà. Il faut vraiment pas les exposer, quoi. Champion tribal, tu veux commencer par le 1? Ouais, on commence par le 1 et puis on enchaînera le 2 juste après. C'est juste des poses alternatives entre le 1 et le 2. C'est un peu les brutasses de... Alors maintenant, il y a l'albinos, on le verra tout à l'heure, mais historiquement, pendant les 4 premières années, si tu voulais avoir un peu de muscle chez les goons, il fallait un champion tribal, quoi, ou 2. Ils ont un avantage énorme, c'est que on peut les équiper de peinture de guerre pour seulement 5 couronnes. La peinture de guerre, ça va te filer plus 1 en attaque et plus 1 aux dégâts. Aux dégâts, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que si tu tires, tu fais plus 1 dégât. Si tu tapes, tu fais plus 1 dégât. C'est systématique. Et donc, ça les booste. Ils ont beau avoir qu'un P et un C à 5. Ça les booste vraiment parce que tu passes tout de suite à 6 dégâts. Maintenant qu'on peut affûter une lame, ça fait 7 dégâts. Et ça fait mal, alors que c'est un goon à la base. Et c'est pour ça qu'ils sont plus chers que les autres. Et c'est pour ça qu'en termes de coût, ils sont plus chers que les autres. Enfin, ils sont à un coût élevé par rapport aux autres. Ils ont des vrais coups de niveau c'est le coup d'un paladin. Ça tankera pas autant qu'un paladin, mais par contre, ça peut taper aussi fort qu'un paladin. En fait, il va venir en tant que finisseur. Il va pouvoir s'en sortir tout seul dans un coin, mais il va avoir du mal. Par contre, si vous avez englué le reste avec des dogons ou que vous avez commencé à l'affaiblir avec des éclaireurs, etc., lui, il va arriver, il va finir n'importe qui. Moi, j'ai vraiment un gros faible pour le champion niveau 3 avec un arc de guerre. Parce que... non, mais parce que du coup, on a une fille ultra polyvalente qui n'a pas besoin de s'approcher trop tôt et qui va pouvoir gérer en faisant quand même des tirs à 6 dégâts de base.
C'est pas ridicule du tout. Et 4 dégâts en tir gratuit, pardon, puisque avec les peintures de guerre, je rajoute systématiquement plus un dégât. Ça fait un mec qui est ultra violent à distance. Et quand on arrive sur lui, on se rend compte en fait que il peut monter à 18 de base sans charger. Donc il peut tenir n'importe quelle la dragée haute à n'importe quelle figue en face. Pour moi, c'était un profil indispensable. Il m'en fallait au moins un pour me rassurer. Jusqu'à maintenant. Maintenant qu'il y a le guerrier albinos, le grand frère est arrivé. C'est pas tout à fait le même coup, hein, quand même, l'albinos. Non, c'est beaucoup plus cher. Mais le champion tribal reste pour moi l'une des très bonnes files du jeu. Et donc la petite différence avec le tribal 2, justement, champion c'est tribal exactement 2. le même profil. Alors soit tu joues à un niveau 2, le 1 et le 2, c'est exactement les mêmes profils. Donc soit tu joues à un niveau 2 et tu vas gagner une trentaine de couronnes, ce qui va te permettre de jouer un dogo en plus, ou une petite figue en plus. Donc c'est assez intéressant parce que tu vas avoir quand même un gars qui a un bon potentiel. C'est parce que les caracs restent les mêmes. On a toujours le PLC à 5. Par contre, il perd un dé. Et soit tu joues le niveau 3, et là, tu as l'assurance des 3D, tu as la stabilité. Et puis, surtout, tu as un point de vie, un point de PA en plus, et quelques points de vie en plus aussi. Quel est l'intérêt, par contre, d'avoir un guerrier tribal 1 et un guerrier tribal 2 ? C'est que ça te permet d'avoir 2 guerriers tribaux 3 dans ton fer de lance, ou 4 niveau 2 potentiellement. Voilà. Parce que comme ils n'ont pas le même nom, les limitations sont par rapport au nom. Donc potentiellement, tu peux monter jusqu'à... Donc on a dit tu peux monter jusqu'à 6 guerriers tribaux dans ta liste entre les 3 niveaux guerriers tribal 1 et les 3 guerriers tribal 2. Voilà. Et puis surtout, le niveau 3 qui est unique, tu peux quand même en jouer 2. Et ça, il y a des listes où c'est vraiment très rassurant. Bon, après, 6 guerriers tribaux, à mon avis, c'est... Ça dépasse. C'est en en mode bataille, ça compte, mais vraiment à poil. Par contre, un fer de lance avec 4 niveaux 2, ça peut faire mal. Ça fait une blague. On passe à l'éclaireur ensuite. Si tu veux. L'éclaireur, c'est un très bon profil de tireur. Il n'est pas du tout comme le Karn où il y a de l'armure et où on a des grosses caracs actives. Il n'est pas comme l'exécuteur où on peut vite faire très très mal. En fait, il est un cran en dessous au niveau létalité. Par contre, il a quelque chose de très intéressant, c'est qu'à partir du niveau 2, il a embuscade. Ouais. Et ça, chez les goons, c'est très sympa. Ce que je disais tout à l'heure avec la porteuse d'eau, si tu es embusqué à côté d'elle, ça peut faire des belles blagues. Alors moi ce que je préfère justement sur les éclaireurs, c'est leur règle d'embuscade pour pouvoir me drop derrière les lignes ennemies et une fois qu'il est passé, aller chercher l'objectif en me droppant derrière lui. Parce que ça permet justement, en fait, l'un des soucis des goons, c'est que tu vas avoir un problème de placement. Ils sont tellement nombreux qu'ils vont peut-être se gêner un petit peu. Et là, tu as une figurine qui peut aller directement beaucoup plus loin et qui peut passer directement derrière les lignes ennemies pour aller titiller l'adversaire sur l'objectif. C'est ça. Et pour 150 couronnes, en fait, tu peux te permettre d'avoir 2 embusqués niveau 2 qui sont pas dégueulasses du tout. Et ils sont très très efficaces. Par contre, c'est du goon, hein, donc il n'y a pas d'armure, c'est un peu des chips. Il n'y a pas beaucoup de PA non plus. Et Ogodai les apprécie particulièrement. Ouais, c'est sûr que... Petite référence au bouquin pour ceux qui l'auront lu. Ouais, si vous avez lu le tome 2. Pas Ogodai, Tactoy. Tactoy, ouais. Qui arrivera bientôt. C'est pas le même type d'archer. C'est pas le même type d'archer. Alors, vous avez une question dans le chat par Lefaos qui vous demande les goons sont inspirés de quel animal et pour les tatouages des styles recommandés. Voilà. Alors l'animal, on a fait très subtil, c'est le gnou. Gnou. Même pas, hein, tu sais qu'en fait... il y a une vraie tenue. Ouais, les goons, c'est une peuplade africaine, mais qui justement avait comme animal totem le gnou, entre autres. Et ouais, c'est vraiment des gnous, donc les brouteux de la savane africaine, c'est la vache. C'est la vache africaine. Marron foncé, ça, ouais. un petit peu terreux, un peu gris terne. Un instinct hyper grégaire, qui réfléchit pas beaucoup, qui marche en troupeau. En général, ça se déplace par troupeau de 1 million. Ouais, c'est quand même le plus grand déplacement animalier de la planète. Hein. C'est ça. Alors au milieu, il y a un peu de zèbres, etc. Mais ouais, non. Ils sont pas cons, ils en profitent. C'est pour ça, après, quand on voit certains reportages sur les rivières, tu vois 25 crocos qui sont là en train d'attendre.
Ils en bouffent du gnou, mais ça passera quand même. Ça passera quand même. Ils sont 1 million. Qu'est-ce que les 50 crocos, une fois qu'ils ont bouffé, ils laissent passer le reste. Alors, ils ont 2 bases, tous endurance quasiment, sauf justement les éclaireurs parce qu'ils sont embusqués. Mais ils ont quasiment tous endurance parce que le gnou, quand même, sait marcher à la 20e seconde de sa vie. Ouais. Et il sait courir à la première minute. C'est ça, il se fait bouffer. Donc, c'est quand même assez formidable comme bestiole. Voilà. Allez, on passe à l'albinos, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Hein. On en avait un peu évoqué tout à l'heure, l'albinos. Pas mal de choses à dire. Alors après, le deuxième, par rapport au style recommandé pour les tatouages, tape sur Google tatouage africain, etc. En général, c'est des tatouages. On peut s'inspirer justement des Peuls, des Goons. C'est très bien référencé sur Wikipédia, etc. Et des guerriers Maasai, bien sûr, parce que les champions tribaux, typiquement, je ne sais pas si vous avez vu Shaka Zulu comme film, c'est un film qui est un petit peu vieux, mais qui est facile à trouver. Allez voir Shaka Zulu, typiquement, c'est le champion tribal de haut, avec les plumes sur les bras, etc. Donc si vous avez vraiment envie d'être dans le thème, les fringues, les tatouages, les peintures de guerre, dans ce film-là, c'est exactement l'ambiance des Goons. C'est ça. L'albinos méga brutas parmi les brutas, parce que ce n'est pas un gnou comme les autres, c'est pas grave, il ne tombera pas plus bas. L'albinos, en fait, c'est un buffle. Donc on n'est pas sur le même animal référentiel. Alors le peuple, c'est les Sinkers dans Carnage. Et effectivement, c'est les buffles, les fameux buffles d'Afrique, espèce de gros monstres un peu solitaires que même les lions ont peur d'affronter. Parce que c'est quoi la différence? Un gnou, c'est une centaine de kilos, même pas. Un gnou, ouais, ça fait 120 kilos à peu près. Un buffle, ça fait 1 tonne. Voilà. C'est ça. Donc on n'est pas sur le même genre de profil. C'est pas la même carrure. En lisant le tome 3 que je suis en train d'écrire, pourquoi il y a ce lien entre les gnous et les Sinkers, entre les goons et les Sinkers. Alors, on va pas en dire trop maintenant. Mais donc, ouais, c'est un métabourin et petit spoil, il y aura une faction de Sinkers. Donc, ce gars-là ne sera pas tout seul tout le temps. Et il sera jouable chez les Sinkers, puisqu'il est lui-même Sinkers. C'est un monstre, il est unique forcément. Il vaut largement ses 160 couronnes, parce qu'il a des caracs actives. T'avais une question, Kigor? Non, je disais juste bonjour à Rouguignou qui nous rejoint dans le chat. Donc, voilà. Et l'FAO se dit... Voilà, c'est exactement. Donc voilà, une stature de 5, une puissance, une corpulence de 6, brutalité 2. Bon, on voit qu'on n'est pas là pour faire l'objet. En même temps, il se balade avec une poutre. C'est ça. Alors, la poutre, le madrier, qui est un équipement à 20 couronnes quand même, alors, c'est vraiment pas cher pour ce que ça fait. Mais ça le place à 180 couronnes, donc c'est un vrai budget dans la compo. Hein. C'est un peu plus d'un tiers du fer de lance. Mais si on rationalise un petit peu, le madrier va permettre, déjà il augmente de 1 dégât, il file allonge et il permet de répartir tes dégâts sur toutes les fils qui sont en zone de contrôle de l'albinos. Typiquement. Je tape un allié et c'est un autre qui prend. Voilà, si je prends P ou C comme carac de base pour faire mes dégâts et que j'utilise 2 fois P, vu que j'ai brutalité 2, de base, je vais faire 6 plus 6 d'effet de P, plus 1 parce que j'ai un madrier. Donc de base, je fais 13 dégâts secs. Et je peux les répartir sur qui je veux. Si jamais je fais un critique, avec mes 3D, c'est quand même assez réalisable, je passe à 18 dégâts secs. Ça envoie et répartir sur qui je veux, ça veut dire que je peux taper sur le plus petit et mettre les 18 dégâts sur le plus gros à côté, qui n'a même pas eu l'occasion de défendre, en fait. C'est vraiment énorme. Alors, il aura le droit à son armure quand même, si jamais il a une armure. Mais effectivement, en fait, tu prends pour cible un touriste et t'entubes le plus gros de la bande très facilement. Voilà, donc tu le mets au départ à côté de la porteuse d'eau. Mais dis-moi, ça serait pas le même profil que Virunga, ça, par hasard? Ah non, il est beaucoup plus cher. C'est la même capacité, en tout cas. Je la trouve tellement géniale, cette capa-là. Elle surprend tellement de monde qui n'ont pas l'habitude. C'est pas dommage. Et donc, pour vous donner une petite idée de synergie, on verra tout à l'heure le père de famille qui a la capacité de redonner des points d'action. Donc, imaginons que mon albinos démarre dans le rat de la porteuse d'eau. Il ne va pas payer sa grosse baffe, la première grosse baffe à 3 PA. Ça veut dire que la baffe potentielle à 13 ou 18 dégâts dont j'ai parlé, il va pouvoir la faire 4 fois de suite.
en répartissant sur qui il veut. D'accord. Ouais. Et ensuite, le père de famille va lui dire « Ah non, mais t'es sec en PA, tiens, reprends-en 5. » Parce qu'on ne sait jamais, sur un malentendu, il pourrait te tuer. Comme ça, avec tes 5 PA, bah, tu pourras te servir de ta compétence riposte. Oh, ça serait dommage. Hein. Tu vois. Et On l'a écrit, c'est pas pour rien quand même. voilà. Et donc, non, ouais, c'est vraiment très, très beau. C'est un gars qui, bah, on se demande pas pourquoi, il a Terreur 12. Bah, Et donc, ouais. bah oui, il est hors norme, ce qui va lui permettre, même avec le madrier, d'avoir une petite rondage pour éviter la mandale du siècle. Donc ouais, non, c'est le meilleur profil chez les goons pour l'instant, en termes d'attrition, et il n'est pas dégueulasse parce qu'avec une intelligence de 5, avec des caracs actives assez hautes, il peut gérer l'objet, enfin il sait tout faire, quoi. D'ailleurs, on va faire un errata en direct, il vaut 240 PO. Non, il est limité à 3. Il est limité à 3. C'est pas un nerf, ça, monsieur. Ah bon. Alors, on va parler ensuite du Non, cavalier c'est vraiment avec très, très... En plus, la... la fille est magnifique. Il faut avouer que Jérémy, là-dessus, il a cartonné. Moi, je la trouve splendide, quoi. On va- Vraiment dans l'esprit guerrier africain. Ah ouais, non, tribal. c'est super réussi la figurine et puis le profil, ouais, effectivement, il donne envie. On va parler juste, avant de parler du cavalier, on va parler de la monture, de la mochère. Moquer. Tu fais un très bon lien parce que l'albinos peut monter sur un mochère. Ouais, et là, ça devient n'importe quoi. Et ça, c'est scandaleux, monsieur. Bon, alors, il prend un mochère par pied, mais il peut monter sur un mochère. J'ai envie, moi, de faire une conversion, tu sais, avec un albinos qui tient un mochère. Ça fait, tu sais... Oui, parce qu'il faut savoir qu'à Carnage, les montures sont des équipements. Donc, n'importe quel goon peut monter sur un mochère. Or, l'albinos est un goon, donc l'albinos peut monter sur un mochère. Et le mochère est pas content. Il tire un peu la langue. J'imagine qu'un buffle sur un pote à mochère... Bon, il faudra un mochère spécial ou nommé pour lui dans ces cas-là. Mais plus 1 PA, plus 0,5 d'allonge, chez un mec comme ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, c'est pas forcément la meilleure monture du jeu, mais ça va bien dans l'esprit goon. Donc, en fait, c'est un peu le transport de bric-à-brac qui permet pour les chamans d'avoir accès plus facilement à des grimoires pour moins cher. Et ça permet surtout, en fait, de gagner un tout petit peu en agilité, ce qui va augmenter la capacité des tireurs. Et surtout, leur capacité à bouger va permettre vraiment d'être beaucoup plus mobile. Ouais, c'est vraiment une monture qui est axée soit tireur, éclaireur, soit chaman, parce qu'elle va booster bien les chamans, elle leur offre des grimoires gratos. Donc vraiment, la monture, pour les tireurs ou pour la magie, c'est vraiment super efficace chez les goons. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se faire plaisir sur un albinos. C'est parce que c'est juste marrant, quoi. C'est juste marrant. Bah, surtout si tu passes, parce que c'est un socle de 60-80. Donc ça veut dire que tu agrandis sa zone au sol, son empreinte au sol, donc sa portée d'allonge. Mais tu augmentes en plus de 0,5. Et en plus, tu augmentes en étant monté. Donc là, surtout avec un mec qui dit je tape Michel et c'est Bob qui prend les dégâts, ça peut vite faire des blagues salaces. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ouais, c'est pas drôle du tout. Ça fait très cher la compo, mais c'est très fun. On passe au guerrier. Alors moi, si j'arrête de faire des... efficace, par contre, beaucoup plus fragile que le Pog à Okelon. Après, c'est quand même un sac à PV pour protéger. On passe au guerrier Mango après. Les guerriers mongols, l'ossature de base, les premiers mecs qui sont pas vraiment des paysans chez les Goons. C'est ça. Alors, c'est des types à qui on a filé des armes, mais qui sont pas beaucoup plus... Dans le niveau, en tout cas, ils sont pas beaucoup plus costauds que les paysans, les Dogons. Ils ont quand même un 4 en vitesse de base, et ça, c'est très utile, parce qu'on se rappelle qu'à Carnage, on peut taper avec n'importe quel carac. Mais c'est surtout, ils ont tous des... Ah non, pardon. Il a une fronde. Fronde, ce qui est très intéressant, parce que la fronde n'a pas de munitions limitées. Donc on peut tirer de manière illimitée, et les tireurs, ça reste assez fort. Et sinon, après, ils ont deux bases des Mkuki, qui sont les javelots, qui font très très mal à courte portée, puisque si on est à 2 toises de l'adversaire, c'est 8 dégâts. De toute façon, déjà, pas oublier que la fronde, on n'est pas obligé de la garder. Et ça nous fait du petit guerrier à 33 couronnes. Ouais, c'est scandaleux. Chez les frondes, ils ont que des armes gratuites, et là, tu as quand même une arme payante. C'est un scandale. C'est un scandale. Je porte réclamation. Voilà, donc c'est vraiment ouais, la base. Et ils ont un avantage, c'est l'instinct grégaire comme les Dogons, c'est-à-dire que plus ils vont être nombreux et plus leur témérité va augmenter. Donc au bout d'un moment, en tout cas en début de partie, ils ont quasiment peur de rien.
Surtout si un albinos au milieu. Si un albinos, il est rassurant, donc il va augmenter encore de 2. Ici, on est sur un mocher, on va encore augmenter de 2. Il y a vraiment moyen de jamais avoir peur quand on est goon. Et surtout, on va être boosté par d'autres synergies avec les mangos. Non, vas-y. Je cherche le truc. Alors j'en profite, pour ceux qui suivent le live, hein, si bien sûr vous êtes intéressé par les goons ou par les produits TGCM, je vous ai mis le lien du TGCM. Voilà, si vous avez envie de vous rajouter des figurines, tout ça, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Alors, pourquoi préférer un Mongo à un Dogon qui a plein de synergies avec des figurines à droite à gauche? Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont une relance sur l'objectif. Donc, ce qui permet quand même d'avoir une figurine pour pas très cher comme un Dogon, mais qui va être un peu plus orienté objectif. Donc, il est un petit peu meilleur en termes de caractéristiques et en plus, il peut faire de l'objectif. On rappelle la règle pour les objectifs, c'est-à-dire que si je me souviens bien, c'est on lance un des 10 et on doit atteindre le résultat fixé par l'objectif, c'est bien ça? Alors, ça dépend le type d'objectif que c'est, mais en général, effectivement, oui, tu dois additionner une ou plusieurs caracs, plus un des 10, et il faut battre le seuil qui a été défini dans le jeu. Donc, si tu n'atteins pas ce seuil-là, bah, tu as une relance, tu peux relancer ton dé pour tenter de réaliser l'objectif. Voilà. En moyenne, c'est du 6-7 à peu près, quel que soit le type de... Voilà, d'où l'importance d'avoir des relances pour pas perdre de temps entre guillemets, à ouvrir, à découvrir l'objectif. C'est ça. Surtout qu'en général, dans le jeu, chaque figurine par tour peut réaliser qu'une seule fois l'objectif. Donc si tu le rates, ça peut très vite être pénalisant et te mettre dans la mouise. Là, avoir une relance, c'est quand même sécurisant. Exactement. Salut Hiroshi. Salut. Alors Tembo. C'est un peu les nerfs qui cordent. C'est ça. Non mais il y a déjà Lefteros qui s'en est chargé là, déjà pendant le live là. Et pour finir sur le guerrier mongo, il est intéressant aussi quand tu joues certains types de compos avec les chamans, parce que le niveau 2 et 3 sont réceptifs chamanisme, ce qui fait que quel que soit le sort à lancer, ce sera du 2+, ce qui fait que ton chaman aura qu'un PA à dépenser pour lancer un super gros sort sur les guerriers mongo, et ça c'est très très utile parce que ça économise beaucoup de points d'action. On passe au père de famille ensuite. Le père de famille, quand on joue à l'ARIC, c'est le gars qui est indispensable, vraiment. Pour la compo avec les liens de la terre, effectivement. C'est un gars qui est hyper rassurant. Même en niveau 2, il est pas dégueulasse parce qu'il a une corpulence de 5. Et dans ce cas-là, il n'est pas très cher, parce que 70 couronnes, avec un chef de guerre 1 qui ramène un petit PA, avec le ralliement qui va rassurer tout le monde, qui n'est pas très utile, hein, c'est vraiment occasionnel ça. Mais surtout, avec ma famille avant tout, la petite carte à 5 couronnes qui lui est associée, qui dit qu'un père de famille, quand il a envie, il peut décider de sacrifier son activation, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, il ne fait rien du tout, il dépense aucun PA, il récupère ses PA bien sûr parce qu'il s'active, mais il ne fait rien d'autre. Et ça lui permet d'aller redonner 5 points d'action à quelqu'un qui est dans les 3 toises de lui. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'albino, ça veut dire que tu peux te sécher en PA et derrière, allez tiens, récupère 5 PA, amuse-toi. Et ça, tu peux le faire sur un champion tribal, tu peux le faire sur un éclaireur, tu peux le faire sur n'importe qui. Et c'est vraiment du groupe. C'est ça. Il dirige un peu ses troupes. Ce qu'il y a d'énorme, c'est qu'il va offrir 5 PA gratuits à ta fille de maîtresse, à celle qui en a besoin, mais lui va en dépenser aucun. Ce qui fait qu'il a une capacité à se défendre derrière qui est intacte. Et en gros, ça te donne un tour bonus, en fait, avec la fille qui a besoin d'agir. Et tu restes quand même à l'abri avec ton père de famille parce que tu as tes 8 ou 9 PA selon le niveau que tu as choisi pour pouvoir te défendre. Et 9 PA, ça suffit pour se défendre, pour rester en vie. Donc c'est vraiment une compétence énormissime. Elle est souvent insoupçonnée ou souvent mal évaluée par les adversaires que je rencontre. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que le père de famille, c'est une figurine essentielle dans une composition goon, alors, du coup. Ah oui, moi je joue très très souvent, beaucoup plus que la bulle avec les chamans et les sorts défensifs. Je joue beaucoup plus souvent à l'ARIC, père de famille et les petits dogons artisanes porteuses à côté, parce que c'est vraiment hyper efficace, hyper rassurant, et surtout ça double quasiment le potentiel de ta figurine maîtresse, donc de ton champion tribal ou de ton albinos, etc.
Parce que, oh mon Dieu, un père de famille, Alaric, un dogon, une porteuse, une artisane et un albinos, ça rentre en 500 couronnes. Et bien équipé en plus. Ouais, non, Ouais, ça fait réfléchir. Ça oblige surtout l'adversaire à aller vite gérer le père de famille s'il veut pas être embêté, s'il veut pas se prendre des retours de bâton d'une grosse figurine à côté, quoi. Alors, le problème, c'est qu'il a plusieurs choses à gérer. Le père de famille qui redonne des PA, la porteuse d'eau qui donne des actions gratuites, et l'artisane aussi. L'artisane qui les empêche de mourir en vie. Et Alaric qui file cette combo-là qui fait que l'artisane, la porteuse d'eau vont avoir 2D, un slam sur lui. Et si tu mets dans la compo un gros frappeur comme le guerrier tribal ou l'albinos, par exemple, tu vas faire très très mal. Ouais. C'est ça. Alors, l'un des moyens pour supprimer cette bulle défensive, oui, Hiroshi, je ferai ça. De jouer à pouce-pouce. T'arrives, tu pousses avec, pour les séparer, pour exploser la bulle dans tous les sens. Parce qu'à partir du moment où ils sont plus dans les auras, etc., ça va permettre d'être moins fort en termes défensifs. C'est une faction qui est, quand tu joues ce type de synergie-là, c'est vraiment très très exigeant au niveau des placements. Il faut vraiment que tu réfléchisses à comment tes fixes agencent les unes par rapport aux autres. Même le déploiement, il n'est pas anodin au départ parce qu'il ne faut pas que tu te bloques tes propres filles, il faut que le père de famille ait son influence sur qui tu as besoin, il faut que l'artisane et les gars que la porteuse et les gars dans la bonne aura. C'est vraiment hyper important de bien se placer chez les goons. Beaucoup plus que chez d'autres, chez les Karn ou chez les Keros par exemple. Ouais. Mais ouais, c'est très efficace. Ça demande réflexion, mais quand tu le gères bien, c'est vraiment compliqué pour ton adversaire, en fait, parce qu'il y a trop de choses intéressantes en face à éliminer. Et sans oublier que c'est un jeu objectif. Oui, tout à fait. Pendant que tu les gères, tu gères pas l'objectif. Et du coup, ouais, c'est souvent ça qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu sais que tu vas pas avoir l'ascendant parce qu'au fil des tours, les goons vont commencer à perdre de dégâts parce qu'ils n'ont pas une résistance énorme. Et quand tu arrives à pénétrer dans la bulle, tu vas leur faire très vite mal. Mais au fil des tours, en fait, tu t'es focusé très souvent sur leur attrition et tu vois pas qu'en fait, ils gèrent l'objet à côté parce que le père de famille, quand il va s'activer, il a tous les moyens de réaliser l'objet. Alaric, qui sait le faire aussi. Il y a beaucoup de gars, les chamans peuvent très bien gérer. Donc il y a beaucoup de gars qui vont faire l'objet pendant que toi tu essaies de leur taper dessus, quoi. Et bien d'ailleurs on est sur les chamans, donc qu'est-ce que vous pouvez en dire là-dessus? Alors le chaman, bizarrement, c'est que de la magie défensive, hein, la magie goon. Le chamanisme, c'est vraiment du boost pour augmenter tes bonus de couvert. Mais ça peut monter très haut, hein. Tu peux avoir des gros bonus défensifs contre les tirs. Tu peux monter à 9, 10 facilement. À plus 9, plus 10, pardon. Ça va être des trucs qui vont te soigner un petit peu, ça va être des trucs qui vont te mettre dans le brouillard et te rendre inciblable, des choses comme ça. Donc c'est vraiment de la magie de soutien et de protection. Mais bizarrement, c'est pas des mauvais combattants, les chamans. En tout cas, le vieillard qui est un petit peu léger, ne sera peut-être pas un foudre de guerre, mais le chaman de base, il a des caracas 4, il a une petite canne des esprits qui va baisser les attaques adverses et défense adverse, et donc augmenter les siennes par le fait. Donc c'est un gars qui est assez polyvalent en fait. Il n'est pas très très fort en magie, mais tu vas avoir la possibilité de le jouer de plein de manières différentes, parce que quand tu as besoin, il gère très bien les objets. Il va pas aller taper du garde royal ou Ogodaï en tête à tête, mais il peut gérer un petit profil au même coup que lui. Il n'a pas trop de problèmes à combattre contre. Donc c'est un gars, c'est pareil, on le soupçonne pas trop. Et en fait, il fait bien le café tout en protégeant sa meute. Parce qu'effectivement, les shorts chez les goons, il y a. Je oublie le nom, je cherche depuis tout à l'heure, je ne le retrouve pas. On a le brouillard, bien sûr, qui va nous protéger, la dissimulation, le vent bienfaiteur, la connaissance des simples. Voilà, on a le fond du naturel. Le fond du naturel, j'insiste un petit peu dessus, savoir que le Mocher, niveau 2 va filer un petit grimoire, le niveau 3 va filer un grand grimoire au chaman gratuitement quand il est dessus. Donc en gros, quasiment, tu payes ton Mocher à moitié prix parce que tu n'as pas besoin d'acheter de grimoire à côté quand c'est un chaman qui est dessus. Et le fond du naturel, c'est un sort qui est assez énorme parce que la difficulté est de 25.
et ça va permettre de retirer la cible immédiatement de la surface de jeu et de le redéployer façon embuscade. C'est-à-dire que tu vas dire, tiens, hop, lui, je vais le mettre ici. Et on a vu tout à l'heure que les guerriers Mongo, niveau 2 et 3, étaient réceptifs chamanisme. Donc il s'en fout de la difficulté à 25, en fait. Il dépense un PA, il fait 2+. Le petit guerrier Mongo est réceptif, ça y est, j'ai réussi à retirer de la table mon guerrier Mongo et le refoutre en embuscade où je veux. Alors attention quand même avec les réceptifs, etc. C'est que effectivement c'est sur 2+, tu lances le sort, mais ça peut être annulé et contré en face. Ça peut être annulé et contré en face, donc des fois tu as quand même intérêt à dépenser plus pour augmenter la valeur seuil de lancement. Alors réfléchir si jamais il y a un magot en face, te dire est-ce qu'il a pris de l'annulation, du machin. Il n'y a rien qui t'empêche de le demander avant le début de la partie. Mais s'il n'y a pas ça, tu ne te poses pas de questions. Et donc, une amulette du culte sur un albinos, c'est très drôle, parce qu'un albinos en embuscade, c'est très très drôle. Un albinos sur Mocher qui se fait envoyer en embuscade, c'est encore plus drôle. Voilà. Mais donc, tu l'as pas vu, mon Mocher, hein? Bah, c'est normal, il était caché par un albinos. Alors, j'en profite, j'ai mis le... Il y a ce sport-là qui est peu joué, parce qu'on est souvent effrayé par la difficulté de 25, et les chamans, à part le vieillard qui a un 6 en intelligence, bah, sont quasiment incapables de le lancer. Il faut faire du critique pour réussir à le passer, même à 3 PA. Et quand on est réceptif, avec amulette du culte ou en tant que guerrier mongo, ça devient assez monstrueux parce que sur du 2+, à 1 PA, le gars devient embusqué avec des profils comme le champion, comme l'albinos, comme le guerrier niveau 3, comme des gars comme ça. C'est assez monstrueux. Ouais. Ça peut faire très vite, très mal. Et ça, c'est une autre option chez les goons. J'en ai profité pour mettre le vieillard chaman monté. Oui. Alors, en fait, c'est juste le même profil que le vieillard chaman. C'est un chaman niveau 3, donc il va être un petit peu meilleur en magie. Et soit effectivement on le fait monter sur un canasson, soit on le fait à pied. Alors, ce qui est assez amusant sur le vieillard, parce que c'est un vieillard, et donc on ne lui fait pas à lui. Il a quand même un 4 en vitesse, il a riposte, il est rusé. Et ça, c'est très très fun. C'est très très fun, parce que le riposte, on se rappelle, c'est quelque chose qui va nous permettre de rajouter un effet sur une défense à 2 ou 3 PA. Donc, je vais pouvoir, par exemple, sur une défense à 2 PA, je vais pouvoir faire effet et dégâts. Ouais. En plus, comme il a un instinct de survie, je vais pouvoir me barrer, ce qui fait que si jamais le type il est sec en PA, je peux même me permettre de faire une attaque gratuite avant de partir. C'est assez vicieux et rusé. Ça dit aussi qu'en fait, si jamais j'ai pas réussi ma défense, je peux décider de redépenser un PA pour reclaquer soit une carac, soit un D10 en plus. Et donc, c'est un gars qui va devoir garder du PA. Il faut pas qu'il se sèche en magie, le vieillard, parce que il peut surprendre plein de monde. On vient lui taper dessus, et en fait, il t'a mis une quiche, il t'a peut-être mis une attaque gratuite en plus, il est parti, et c'est passé quand même parce que de toute façon, il était rusé. Donc, il a raté sa défense, il a recommencé. Et donc, il peut surprendre énormément de monde, et il a toujours la canne des esprits qui fait qu'il a le plus 1, le moins 1 en défense et en attaque pour l'adversaire. C'est très fun à jouer. C'est très très fun à jouer. Allez, maintenant, on a parlé du vieillard. Maintenant, le vieillard, quand il est piéton. C'est le même. C'est le même petit gars. En fait, on a fait 2 cartes différentes. On a profité du KS pour faire la carte de la monture. Mais c'est vraiment le même petit gars. Et limite, c'est même pas la peine de le mettre sur un Mocher, ce gars-là, quoi. C'est un petit électron libre. Il a un 4 en vitesse. La figurine sur Mocher est juste... il est splendide sur le Mocher, il est très fun. Après, voilà, il faut aussi jouer à l'esthétique, je pense. Il faut pas penser qu'optimisation en permanence. Mais, non, il faut se faire plaisir. Puis de toute façon, les figurines sont belles, donc autant en profiter. C'est ça. Moi, je suis pas objectif parce que j'adore cette faction esthétiquement parlant. Et si je m'écoutais, je jouerais 2000 couronnes à chaque fois, quoi, parce que j'ai envie de tous les mettre. C'est clair. Écoutez, messieurs, je crois qu'on a terminé les différentes unités des goons. Sauf si vous me dites que j'en ai oublié une, mais je crois qu'on les a tous vus. Il me semble. Tout à fait. Non, il y a... On n'a rien oublié. On n'a rien oublié, donc parfait. Si vous avez des questions dans le chat, c'est le moment. On va clôturer progressivement l'émission de ce soir. Donc après avoir vu les news, après avoir vu les goons,
Juste un petit dernier rappel sur les prochains salons. On en a dit au début de l'émission, mais on peut faire un rappel rapide pour. Donc il y avait Porsche. Donc 18-19 d'ici une dizaine de jours, 18-19 mai, on est à Porcheville pour le Festival des Jeux. Le thème c'est la piraterie, on sera carrément dans notre élément. Vous pourrez voir en live la grosse bébête. J'espère qu'on aura reçu le porte-bannière d'ici là et qu'on aura eu le temps de l'imprimer pour vous le montrer aussi et peut-être même le commercialiser. Ça dépend si ça arrive dans les prochains jours ou pas. Mais là, c'est vraiment sur la fin. J'ai eu Nicolas par message interposé. Il est vraiment en train de finaliser. J'en profite pour, comme Hiroshi est en train de nous écouter, j'ai dit le porte-bannière va intégrer dès que je pourrai le commander chez nos chers camarades de TGCM. Voilà, je vais le faire exprès pour contrer les Tembo. Voilà. Alors Hiroshi, effectivement, la plupart des scénarios dans le bouquin, on met 400 couronnes, parce que c'est le minimum qui nous semble intéressant à jouer. Maintenant, en tournoi et de manière plus classique, 500 couronnes avec tous les profils qui ont débarqué, c'est plus intéressant. Ça permet quand même d'avoir des limitations pour ne pas tout mettre, mais ça permet quand même d'avoir suffisamment de marge de manœuvre pour mettre quelques profils intéressants. 400 couronnes, c'est un peu juste à partir du moment où tu vas vouloir équiper des figurines. En tournoi, on restera à 500 parce que je pense que c'est le format le plus intéressant. Hors mode bataille. Hors mode bataille, bien sûr, en mode escarmouche. Je déconseille de descendre en dessous de 400, à moins que ce soit pour découvrir le jeu, faire une partie de démo, parce que c'est à 400 que ça commence à devenir intéressant. Et je déconseille de dépasser 600, parce qu'au-delà de 600, il y a des possibles qui font que le jeu peut être déséquilibré en fonction de ce que tu joues, quoi. Dans le sens où il y a des factions qui sont limitées par leur coût. Tu peux pas jouer 5 gros carnes parce que c'est trop des boîtes de conserve, et s'il y en a 5 en face, le mec va pas pouvoir le gérer. Si tu dépasses 600 couronnes, tu vas pouvoir le faire. Et donc, il y aura beau avoir le nombre chez les goons, chez les fangs, etc. Les 5 gros carnes vont rester en place, ils vont en perdre un, peut-être 2, mais en face, ils auront table rasée. Et donc, l'équilibre d'escarmouche, c'est vraiment 400 à 600 couronnes. Oui, le jeu est accessible, il faut... En fait, c'est... En toute franchise, c'est ce que je disais d'ailleurs à Manu et Gwen, c'est au départ ça paraît très très impersonnel comme jeu et très complexe, et au final quand on fait une partie, on se rend compte que finalement c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste rentrer dedans, c'est comme beaucoup de choses. Il faut essayer, il faut se rendre compte. Le mieux dans ces cas-là, moi c'est ce que je sais. Alors je sais pas si Manu et Gwen sont d'accord avec moi, mais le mieux dans ces cas-là, si t'as quelqu'un autour de toi qui joue, c'est qu'il te fasse une partie de démo, qui te montre, éventuellement qu'il te fasse une petite partie effectivement à 300 couronnes. Même si c'est la même faction, mais montrer comment le jeu fonctionne. Et voilà, et comme ça permet de voir si tu accroches ou si tu n'accroches pas. Mais tu comprendre le moteur. Et une fois que tu as compris le moteur, après, si ça t'a plu, si en fait la première approche t'as pas rebuté, et esthétiquement, il y a une faction qui va te plaire, ou au niveau du gameplay, si c'est pas l'esthétique qui t'intéresse dans un jeu. Et tu vas petit à petit commencer à creuser les profils, comprendre les compétences qu'on leur a mis, etc. Et tu vas voir la profondeur du truc au fil des parties, en fait. Ouais. Voilà. Et puis, alors le mieux, c'est potentiellement de venir essayer en salon si tu as la possibilité de te déplacer. Sinon, un ami, effectivement. Et après, ne pas hésiter à venir sur les tournois. En général, on les inscrit sur le T3. C'est Tabletop Tournament. Alors, le mot tournoi peut faire peur, mais c'est dans la bonne ambiance. Et c'est surtout là où on peut rencontrer la communauté, rencontrer différents styles de jeu et venir s'amuser, passer une bonne journée. Et les gars sont tous, mais alors tous, il n'y a pas une exception, ils sont tous prêts à initier un nouveau joueur, à prendre le temps et à pas trouler dessus parce que de toute façon c'est la gagne qui compte, quoi. Ils sont tous bon esprit, vraiment. Voilà, de toute façon, les derniers qui avaient la gagne dans le sang, on les a pas revus. On leur a fait comprendre que c'était pas l'état d'esprit de TGCM, quoi. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est que je fais des jeux, et Gwen fait des jeux avec moi maintenant, pour que ça reste des jeux. Et la définition du jeu, c'est se faire plaisir. Et se faire plaisir, jouer, s'amuser.
C'est primordial pour moi. Et ça je veut pas dire complète. qu'on n'a pas besoin de réfléchir, Voilà, on n'a pas un petit peu la gagne, envie de jouer à fond le scénar, etc. hein, mais là, avant tout, on se fait plaisir. Voilà, et je rajouterais que comme les figurines sont belles, vous pouvez très bien commencer à prendre les figurines en fonction des factions que vous appréciez, et puis juste même commencer à la peindre, et puis après jouer dans un deuxième temps. Parce que rien que les figurines, les avoir, vu la taille des figurines, en tout cas pour Carnage, c'est le cas, et rien que ça, les figurines sont belles, sont chouettes, donc voilà. Donc même si on a un peu de peur à aller jouer, ben, les figurines sont quand même déjà très très belles et très très chouettes. Donc ça, il faut le signaler aussi, messieurs, vous avez fait du super boulot en termes de figurines, donc il faut le signaler. Et puis c'est ça, hein, et pareil pour Briscard. Après, je suis moins sur Briscard parce que, comme vous le savez, j'y joue pas, mais j'apprécie les figurines. Et puis c'est vrai que pour Briscard, le fait qu'on puisse jouer en partie coop, voilà, avec le mode aventure, je crois que c'est voilà, avec les aberrations, etc. C'est vrai que c'est une autre possibilité que Carnage n'a pas à ce jour, en tout cas. Voilà. Alors, t'as bien raison, Hiroshi, de remplacer GOE par Carnage, surtout qu'ils viennent d'augmenter les prix, a priori. Oui. Donc ça te coûtera beaucoup moins cher et tu risques de t'amuser plus. Pour la petite anecdote, TGCM, en 12 ans, il a augmenté une fois ses prix. Une fois quand on a mis les cartes et une fois avec l'inflation. En fait, on a rajouté le prix des cartes dans les blisters la première fois. Et là, avec l'inflation, on a dû revoir un peu les prix. Et effectivement... Alors, il faut savoir qu'avec Hiroshi, on avait dans l'idée de faire une émission un peu polémique au sujet de Games et des prix, donc on le fera ça certainement lorsque Monsieur Hiroshi aura récupéré sa connexion Internet, puisque voilà, donc là, malheureusement, aujourd'hui, il est un peu privé de ça, donc il peut pas faire de live parce que son accès Internet est coupé, donc là il regarde, je pense qu'il est sur son portable. Ouais, c'est ça les dissidents. Voilà. Donc, mais il reviendra plus fort, hein. Comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort, donc voilà. Ouais. Mais tu pourras faire une double polémique parce qu'il y a eu augmentation des prix et j'ai entendu une rumeur de femelle custodes ou je sais pas quoi. Exactement, oui, aussi. Donc tu vas pouvoir t'amuser. Sinon, pour répondre à ta question, Rubin New, le salon donc, de Porcheville, pas ce week-end, mais le week-end prochain. Porcheville, c'est en région parisienne, plutôt nord-ouest, comme je ne sais pas dans quel coin tu es. C'est à 30 km de Paris, en fait, et vraiment à l'ouest de Paris. Voilà. Et sinon, le dernier week-end de mai, donc le 25-26, à Saint-André-les-Vergers. 18-19 plus 7, donc c'est ça, 25-26. Saint-André-les-Vergers, qui est à côté de Troyes. Là, ouais, c'est vraiment limitrophe de Troyes. Donc, je ne sais pas dans quel coin t'es, mais c'est les 2 prochains salons. Après, sinon, il y a une journée tournoi à Beson le 9 juin. Là, c'est collé à Paris. Et sinon, juillet, la Les Roses chez Keycord, ou les 30 heures du jeu, et c'est non, c'est pas Nuit Saint-Georges, mais c'est en dessous de Beaune. Ouais, du côté de Dijon, Beaune. Ouais, Dijon, vraiment pas loin. On l'a noté sur l'adresse exacte. Alors, il y a Hiroshi qui demande si vous avez des déplacements bretons prévus cette année. Breton, malheureusement, non. Non. Oui, c'est vrai qu'on s'était croisés quand j'étais venu. C'était quoi? C'était à Lorient. Oui, c'était à Lorient, il dit. Oui, exactement. C'est à Givry. Voilà, à Givry, les 30 heures du jeu. Dans le 71. Mais tout ça, c'est sur l'agenda. N'hésitez pas à retourner voir. Bon, de toute façon, l'agenda sur notre site. Hiroshi, on le verra à Octogone de toute manière. Donc, voilà. Alors moi, je ne serai pas, parce que pendant ça, je serai à Eindhoven au mois d'octobre. Je serai au SMC. Pendant que Gwen vous accueillera à Octogone. Parfait. Il n'y aura que moi à l'Octogone. Parfait. Ça va être magnifique. Je sens que ça va être un gros week-end. Tout le monde va t'aider, t'inquiète. Oui, mais en même temps, c'est qu'il y a 2 au SMC, on va pas rigoler. Ouais. Je viendrai te donner un coup de main si tu veux, mon cher Gwen. Pas de souci. Voilà, en fait, il y aura des cartes, il y a une feuille de présence, vous venez mettre les horaires auxquels vous allez pouvoir venir aider Gwen. Alors, ça va être sport. Parce que l'Octogone, c'est pas un petit salon, et cette année, en fait, mais c'est vache, ils mettent les 2 plus gros salons qu'on a le même week-end. C'est ça. Parce que d'habitude, l'Octogone, c'est le premier week-end d'octobre, fin septembre, début octobre. Et là, cette année, je sais pas pourquoi, ils ont décalé de 2 semaines. Parce que le double mixte va être fermé et qu'en fait. C'était pas avec ils ont changé de salle parce qu'ils sont. Non, ils sont toujours au double mixte cette année. Ah bah, au départ, c'était. Mais je pense que c'est à cause des JO. C'est pas impossible, peut-être les JO paralympiques qui ont fait que. Ouais. On verra bien.
Ok messieurs, eh bien écoutez, on va clôturer tranquillement cette émission. Merci à tous ceux qui sont passés dans le chat, même brièvement, tous ceux qui ont mis un petit mot. Merci à tous. Merci également à Gwen et Manu, TGCM, qui sont... un énorme merci à toi, vive les goons. Exactement. Petite information, Hiroshi, si t'es pas trop loin, il me semble qu'il y a une communauté qui décolle en ce moment du côté de Brest. Oui. Voilà. Oui, il y a quelques... Il y a quelques fondus là-bas. Voilà. Des gars qui ont des noms à consonance très bretonnes, je te confirme, dans les dernières commandes qu'on a faites. Voilà. Dans le Finistère, ça joue un peu maintenant. Ok, très bien. Bon, bah, je laisserai Hiroshi prendre contact. Et puis, si jamais Hiroshi, t'as besoin, Gwen ou Manu, si vous avez des infos sur le groupe de Brest dont t'as besoin Hiroshi, si vous les avez, je lui communiquerai en off, on va dire. Avec plaisir. Ok, merci à tous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se donne rendez-vous le mois prochain. On parlera d'autres choses, factions certainement. On parlera peut-être, on verra. Il reste les de noir, il reste les Tembo, il reste les affranchis qu'on n'a pas vus encore. Donc parfait, on a de quoi faire, donc c'est très bien.